Toute la semaine, nous recevons les candidats des différents partis pour cette élection qui aura lieu le 21 octobre prochain. Donc, ce sont les candidats de notre circonscription, la Côte-du-Sud. Et nous avons aujourd'hui le député sortant et candidat conservateur dans la Côte-du-Sud pour Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux. Monsieur Montmagny, bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui? Très bien. Comment se déroule la campagne, M. Bernard? Très bien. On travaille fort. Je vous ai toujours appelé Bernard pendant 4 ans. Pas de problème. Donc, on ne changera pas les habitudes. on va garder Pas de problème. On va garder la formule. Comment se déroule la campagne, Bernard? Ça se déroule très bien. J'ai une équipe absolument incroyable, hyper professionnelle, qui m'accompagne. En fait, ce sont mes employés. Mes employés de bureau ont décidé de prendre 1 mois et demi de congé sans solde pour m'accompagner dans cette campagne-là. Et je dois vous dire qu'ils font un travail exceptionnel. Je suis encadré. On fait du porte-à-porte à tous les jours. On veut faire absolument les 58 municipalités dans les 35 jours de campagne, ce qui est en voie de se réaliser. On fait des petites conférences de presse, des petits points de presse ici et là, mais on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. On fait une veille des réseaux sociaux aussi pour voir ce qui se passe chez nos adversaires, bien sûr. Et toute la question de l'organisation de la campagne, c'est Annie Franqueur, que vous connaissez bien, qui dirige la campagne, qui est ma directrice de bureau. Et ces personnes-là ont une expérience déjà de l'appareil gouvernemental. Mon associé, pas mon associé, mais mon employé à Ottawa, mon adjoint parlementaire, Francis, aussi, est ici. Donc, on a toute la question des enjeux, que ce soit national et régional, on les contrôle très, très bien. Donc, je pense qu'on fait une belle équipe ensemble. On faisait une belle équipe à mon bureau pour régler toute une série de problématiques pour les citoyens. Et on fait une très bonne campagne actuellement. OK. Bernard, ça fait 4 ans que vous êtes Oui. député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. En quelques minutes, parce que je veux vraiment qu'on parle de la campagne, vous allez résumer vos 4 ans. Mes 4 ans. OK. Comment? Quelques mots? Ce serait quoi le résumé? En fait, fierté. Premier mot, fierté, parce que je pense avoir fait un bon travail, surtout d'avoir travaillé très, très fort. Moi, j'ai bien des défauts, mais j'ai une qualité, puis c'est de travailler fort. J'ai toujours fait ça depuis... Écoutez, moi, je me souviens que ma mère m'avait dit en secondaire 4, elle a dit, tu vas t'assurer de finir ton secondaire 5. Je n'aimais pas l'école. Alors, je suis venu finir mon secondaire 5 ici en débosselage à Montmagny. Donc, j'ai été un pensionnaire pendant 1 an. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, j'avais commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Donc, en même temps que j'allais à l'école, je travaillais. Et j'ai déjà eu jusqu'à 4 emplois en même temps. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui avait une grande capacité physique et intellectuelle et mentale aussi, de travailler très fort, puis d'être capable d'absorber. Je ne suis pas quelqu'un qui fatigue rapidement. Là. Ça me prend ça m'en prend beaucoup pour me fatiguer, mettons. Donc, en ayant une grande capacité, ça m'a permis de mettre énormément d'heures, énormément de travail dans la circonscription dans les 4 dernières années. Et je pense que les gens, en tout cas au porte-à-porte qu'on fait actuellement, les gens reconnaissent que j'ai été très présent. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté parce que je voulais que les gens voient la différence de ce qu'ils avaient vu antérieurement. Et je pense que les gens la voient maintenant. Là. OK. Vous parlez d'une qualité, fierté, beaucoup de défauts. Quels sont les défauts? Oh mon Dieu, j'en ai plusieurs. Bon, on n'aura pas ce temps. On n'aura pas ce temps. Maintenant, si on parle un peu parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de la campagne. Oui, absolument. Bon, vous êtes député sortant, oui, mais vous êtes candidat conservateur dans la région. Il y en a été souvent question au cours des 4 ans ici, parce qu'on a réalisé une entrevue par mois avec vous. Haute vitesse, Internet à haute vitesse. On en est où? Est-ce qu'on va y arriver? Écoutez, c'est sûr qu'on va y arriver. Ce qui se passe dans ce domaine-là, particulièrement au Canada, il faut bien comprendre une chose. OK? Quand on se compare souvent à des pays comme la France ou l'Afrique même, on est au Canada, géographiquement, c'est un très grand pays. Et on est juste 37-38 millions de personnes maintenant, actuellement. Donc, ça fait en sorte que pour les compagnies de télécommunications, c'est un très grand territoire pour pas beaucoup de clients. Actuellement, il y a 75 millions de téléphones cellulaires activés au Canada, même s'il y a juste 38 millions de personnes. Donc, c'est comme l'équivalent de 2 téléphones cellulaires par personne. Évidemment, les gens, souvent, dans les compagnies, en ont plusieurs, etc., etc. Donc, ça fait en sorte que dans des régions éloignées,
je parle pas des centres urbains, qui sont déjà tous couverts, mais même à 50 km de Montréal, sur la rive nord-ouest de Montréal, j'ai oublié le petit village, là, ils n'ont pas Internet. Ils ont de la misère au Internet, c'est à 50 km de Montréal. C'est-à-dire les grands centres sont bien couverts, mais les régions périphériques des grands centres, puis les régions éloignées, comme les nôtres, parce qu'il faut bien se dire, on est loin de Montréal, là, c'est des territoires qui sont très vastes et où il n'y a pas beaucoup de monde par pied carré. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pour ça d'ailleurs que les gouvernements successifs, autant nous, à l'époque où nous étions là, dans les 10 années où on était là, on a mis 500 millions par année. Les libéraux ont continué, puis on prévoit continuer, puis les libéraux prévoient continuer. On est obligé de mettre des sous pour aider les compagnies téléphoniques à absorber les coûts d'installation de la fibre optique et ou des tours cellulaires, dans le cas échéant, dans certains cas. Ce qui fait que ça prend du temps. Puis l'autre frein, je dirais important, c'est l'avancement rapide des technologies. Imaginez-vous que, vous, comme diffuseur, vous auriez, je sais pas, accès à des caméras qui sont encore meilleures et plus petites que celles que vous aviez, mais que dans 2 ans, ils annoncent qu'ils vont en avoir des encore plus petites, puis encore meilleures, puis encore plus productives. Ça met un frein dans les investissements parce que les technologies avancent extrêmement rapidement. Il y a des, je ne sais pas, vous avez sûrement peut-être entendu parler, Google veut mettre des ballons satellites pour envoyer le signal partout à travers la planète. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font que les compagnies cellulaires sont un peu réfractaires à investir de grandes sommes d'argent pour peu de revenus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on subventionne. Là, vous dites que le gouvernement défraie le manque à gagner. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que oui, on va y arriver. On va y arriver. D'ailleurs, on a travaillé très, très fort dans les 4 dernières années, avec TELUS particulièrement, dans la région de Montmagny-Lillet. La région de Lillet, au moment où on se parle, va être couverte d'ici quelques mois complètement par la fibre optique. Tous les rangs, là, partout. Alors, il va rester à faire le branchement sur les résidences, pour ceux qui veulent le service, bien évidemment. Mais ça a été fait parce que la MRC de Lillet a pris le leadership là-dedans, parce qu'il y a une question locale, il n'y a pas juste une question nationale. Il faut que ça devienne un enjeu local qui fait que les MRC vont s'impliquer encore plus. Il y a eu une étude, d'ailleurs, qui a été faite entre les 4 MRC de mon comté, plus 2 dans celui de Stevens-Blaney, Bellechasse et Lévis, de façon à... Bellechasse et Etchemin, de façon à ce que il puisse avoir un compte-rendu de qu'est-ce que ça prendrait comme investissement. Juste au Kamouraska, on parlait de 7 millions de dollars. Donc, ça ne peut pas être juste la MRC qui va faire ça, vous comprenez? Il faut que les 3 paliers de gouvernement soient impliqués avec les compagnies. Donc, on a travaillé très fort dans ce dossier-là. On a déposé des mémoires. Je suis allé témoigner devant le CRTC. On a demandé à faire des changements dans des règles d'attribution parce qu'il y a des règles d'attribution qui ne sont pas favorables aux compagnies pour les régions. Alors, on a demandé au CRTC de faire ces changements-là. On va continuer à travailler ce dossier-là de façon importante. Est-ce que c'est un projet qui fait partie de votre Absolument, plateforme? c'est sûr et certain. C'est sûr, on ne lâchera pas le morceau. Il faut absolument que ça se fasse. D'ailleurs, Bell a annoncé au Kamouraska, il y a à peu près un mois, qu'il y a 5 municipalités qui vont être touchées. Il y en a 17 municipalités, là. Donc, la Pocatière, mettons que c'est assez bien couvert, là, mais, puis, Saint-Pascal, c'est pas si pire, mais vois-tu, là, il y a de la compétition. Les Vidéotron est arrivé dans le décor. Donc, ça fait bouger les choses. La compétition aussi est importante, parce que ça fait bouger les choses aussi. Mais Vidéotron, pas Vidéotron, pardon, TELUS a pris le taureau par les cornes dans la MRC de Lillet. Et MRC de Montmagny, c'est déjà pas mal très couvert. Il reste quelques petits endroits où TELUS va aussi continuer à faire ça. Donc, il faut continuer à pousser sur ces compagnies-là, mais moi, j'ai appris à travailler avec ces compagnies-là, avec les dirigeants des compagnies, pour leur faire valoir, puis ce que j'ai fait depuis 4 ans, leur faire valoir l'importance de véritablement... Parce qu'on est une région éloignée, mais on était ici à Montmagny, on était à une demi-heure de Québec, là. On n'est pas si éloigné que ça. On parlait beaucoup de TELUS, mais il y a Cogeco aussi. Il y a Cogeco, évidemment, oui. Sur lequel on est diffusé, mais je parle de TELUS parce que TELUS vient d'annoncer un investissement important, là. Mais... ce que je veux dire, c'est que les compagnies de télécommunications ne peuvent pas faire ce travail-là seules. Il faut absolument qu'ils soient accompagnés par le gouvernement. Et c'est ce qu'on a déjà fait dans le passé, ce qu'on va continuer à faire. Bernard, dimanche soir, votre chef a mentionné sur les ondes de Radio-Canada, tout le monde en parle. Oui. Il a parlé que son projet, pour lui, c'était l'oléoduc. Ça fait partie de son... il veut qu'on utilise du pétrole canadien. Oui, mais ce n'est pas nécessairement juste l'oléoduc comme un corridor énergétique. C'est différent. Alors, de toute façon, c'est ce que je voulais vous mentionner. Juste pour laisser finir. Oui. Donc, au niveau de ce corridor énergétique, c'est sûr qu'il faut qu'il passe à quelque part. Absolument. Donc, si vous êtes au pouvoir, ça semble être vraiment un projet cher à M. Scheer. Oui. Cher à M. Scheer.
Sincèrement, c'est un projet cher à tous les Canadiens. Parce que ce n'est pas uniquement M. Scheer au Parti conservateur. Mais vous savez que M. Legault n'est pas en faveur de ce projet. En fait, M. Legault est en faveur d'un gazoduc. Il n'est pas en faveur d'un oléoduc. Et pourtant, c'est un tuyau de la même façon, la même affaire. Mais ma question, M. Généreux, Bernard, il va passer ou il passerait dans notre beau coin de pays. On ne sait pas exactement où. En fait, votre engagement par rapport... En fait, on n'est pas rendu là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut y penser parce que mais ça fait partie du programme de M. Scheer. Absolument. Mais actuellement, on n'est pas dans ces détails techniques-là. On n'est pas rendu là. Ce qu'on propose, nous, c'est de coast to coast, comme on dit, d'une frontière, pas d'une frontière, mais d'une mer à l'autre, à travers le Canada. On devrait avoir un corridor qui nous permet à la fois d'échanger l'électricité avec les autres provinces canadiennes, qui plus est, serait avantagé d'utiliser l'électricité québécoise parce que ça coûterait moins cher pour produire le gaz, donc améliorer environnementalement parlant la production des gaz et du pétrole. Donc, ça, c'est dans l'allée d'est vers l'ouest et de ramener vers l'est. Quand on demande aux Canadiens et aux Québécois et Québécoises, si vous aviez l'opportunité d'utiliser du pétrole venant du Canada au lieu du gaz de schiste des États-Unis qui rentre ici à 40 %, est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous seriez intéressé? Ils répondent tout oui. Comment quelqu'un... On ne peut pas être contre la vertu quand même. Là. On veut créer des emplois au Canada. On veut s'enrichir, nous, en tant que peuple. On veut avoir des services. On veut avoir des services de qualité au niveau des garderies, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Ça prend des sous pour faire ça. Le Canada s'est enrichi de ses ressources naturelles depuis des siècles. Pourquoi on arrêterait ça aujourd'hui? Parce que le Canada est... La production de GES au Canada est de 1,6. Il a augmenté à 1,8 dans les 4 dernières années. Donc, M. Trudeau, avec son plan, avec la taxe sur le carbone, ça n'a pas fonctionné. La réalité, la Chine produit 26 % des gaz à émetteurs, puis eux, ils sont même pas attribuables à l'accord de Paris avant 2030. Alors, on peut bien faire tous les efforts qu'on veut. La réalité, c'est que la province au Canada où il y a une plus grande augmentation du pétrole, de l'utilisation du pétrole, c'est le Québec. Alors, en même temps qu'on dit qu'on n'en veut pas de pipeline, on en utilise plus qu'on n'en a jamais utilisé. Alors, pourquoi ne pas utiliser celui du Canadien? Et en passant, il passe 8 pipelines... il passe 8... les wagons? L'oléoduc, pas l'oléoduc, il en passe 8 sous le fleuve Saint-Laurent au moment où on se parle. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Et le dernier, ça fait pas... On sait qu'il passe beaucoup de trains. Le dernier qui passe, ça fait pas 75 ans qu'il passe. Ça fait une dizaine d'années qu'il a été installé pour amener du gaz, du pétrole à Valero, ici à Lévis. C'est la façon la plus sécuritaire. Bon, c'est pas sur l'oléoduc que les gens en ont comme le moyen de transport, comme ce qui passe dedans. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, au Québec, on nous montre encore des images qui datent d'il y a 25 ans passés de la production des sables bitumineux. Tout comme nous, ils ont évolué dans leur production, dans leur façon de faire les choses. La production de CO2 par baril de pétrole produit au Canada a baissé drastiquement dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré leur technologie. Et puis même, il y a des technologies québécoises qui font partie de ça. Alors, on a intérêt à s'allier avec... On est un grand pays, on a intérêt à travailler ensemble. Et quand M. Legault dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, moi, je considère qu'ils vont un peu vite en disant ça, parce qu'il n'a pas fait la vérification de ces choses. Puis encore une fois, faisons la démonstration qu'on s'enrichirait de façon importante au Canada si on utilisait et si on exportait notre pétrole, parce que l'augmentation du pétrole va continuer. Les pays qui sont en émergence, on parle qu'on est soit 7 milliards d'habitants, 7 ou 8 milliards d'habitants actuellement. On parle qu'en 2030, on va être 8. Pensez-vous que sur 1 milliard de personnes additionnelles n'utiliseront pas de pétrole? Dans les pays en développement, comme la Chine, l'Inde, c'est tout. La classe moyenne augmente, il y a plus d'automobiles. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a encore plus d'utilisation de pétrole à travers le monde. Pourquoi n'exporterions pas, nous, pour s'enrichir nous-mêmes, tout en favorisant le développement de nos technologies à travers dans le monde, pour justement, comme l'hydroélectricité, comme pour éviter justement comment je pourrais dire, la production de gaz à effet de serre ailleurs dans le monde, parce qu'on a des technologies qui sont tout à fait exportables, au Québec comme au Canada. Donc, il n'y a pas de non-sens à l'intérieur de ça. Puis, encore une fois, regardez ce qui s'est passé, bon, on revient là-dessus souvent, mais regardez ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. Ça pourrait se produire demain matin à Montmagny, ça. La même affaire. Mm-hmm. Parce que ça passe en plein dans le centre-ville de Montmagny. Est-ce que ce qu'on veut, puis à Rivière-du-Loup, est-ce qu'on veut véritablement ça? Un pipeline, c'est dans la terre, puis il n'y a personne qui voit ça un coup que c'est rentré dans la terre. Puis c'est surveillé de façon constante par hélicoptère, par des drones, par du monde à pied qui marche. Écoutez, puis quand on regarde le nombre
le nombre d'incidents réels à cause des pipelines de déversement par rapport à des trains, c'est même pas comparable. Donc, vous supportez votre chef dans Absolument, c'est sûr que je ne suis pas de mon chef. Puis quand viendra le temps de décider à quelle place qu'on va le faire ou qu'on va le mettre, quand il y aura un projet privé, parce que le gouvernement, là, du Canada conservateur futur, là, il ne mettra pas un pipeline en place comme M. Trudeau en a acheté un dans l'Ouest. On ne connaît rien là-dedans, nous autres, là. Puis en plus, là-dedans, le 4,5 milliards de votre argent, on leur a donné, c'est parti aux États, puis ils sont allés construire des pipelines aux États. Alors, puis là, le projet, il est stallé, en fait, il n'avance pas, là. Donc, on n'est pas plus avancé, là. Donc, puis on n'a aucune connaissance dans ça. C'est des projets privés qui doivent faire ça, c'est pas des projets publics. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de mettre des éléments en place qui vont favoriser la mise en place de ces projets-là de façon à respecter l'environnement, à respecter les règles en place, etc. Puis, écoutez, on a... de voir passer ça sur leur terre, absolument. Écoute, ils en passent déjà. Là. Ils passent des lignes électriques. Imaginez-vous, aujourd'hui, s'il fallait qu'on repasse des pylônes dans la Côte-du-Sud, pensez-vous que le monde serait d'accord à mettre ces grosses patentes-là aujourd'hui? Non, parce que, je veux dire, l'acceptabilité sociale ne serait pas là. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut, là. L'énergie, il faut qu'elle passe à quelque part, là. C'est inévitable. Puis elle passe par bateau en face ici, puis elle passe par train dans le milieu de la ville. On est-tu mieux avec ça? Je pense pas, moi. Mais l'objectif, c'est pas de dire, est-ce qu'il va passer dans le cœur de Montmagny, le pipeline? Non, pas pantoute. On n'est pas rendu là. De toute façon, il n'y a pas de projet au moment où on se parle. Mais la journée où on va faire un corridor, ça va sécuriser les investisseurs à travers le monde qui vont dire, on va être capable de remettre de l'argent au Canada. Parce qu'actuellement, là, actuellement, l'argent est tout en train de s'enfuir ailleurs qu'au Canada. Mais vous comprenez que c'est M. Scheer prend beaucoup de chance. C'est audacieux. On parle, non, mais on connaît la position du Québec. On parle de façon responsable. On connaît la position du premier ministre. C'est un peu audacieux de la part de M. Scheer, mais il l'avoue. Écoutez, pourquoi on se cacherait? Il avoue sincèrement qu'il veut. Pourquoi on se cacherait de ça? C'est la façon la plus sécuritaire de transporter des matières premières. C'est le pipeline. Il n'y a pas rien à se cacher de ça. Et l'utilisation, je le répète, actuellement, la province canadienne qui utilise le plus grand nombre de barils de pétrole, la plus grande augmentation, c'est le Québec. C'est pas l'Ontario, c'est pas la Colombie-Britannique, c'est le Québec. Alors, on n'a pas de leçon vraiment à donner à grand monde. On a intérêt à se regarder un petit peu dans le miroir. Mais tu sais, tout en disant ça, je pense qu'on n'imposera jamais aux Québécois de mettre un pipeline pour leur rentrer ça dans la gorge. On va faire ça de façon collégiale, on va travailler avec eux. Et encore une fois, on vous dit qu'on peut passer dans ce corridor-là du gaz naturel, il peut passer le pipeline pour le gaz, pour le pétrole, il peut passer l'électricité, il peut passer Internet haute vitesse, il peut passer toutes sortes de choses. Puis, encore une fois, il y a on exporte de l'électricité. L'électricité sont dans le nord. Nos centrales hydroélectriques sont dans le nord. On va faire partir l'électricité dans le nord directement à partir de la centrale. Donc, tu comprenez, le corridor, il y a plus de chances qu'il soit sur la côte nord que sur la côte sud. Sans prédire qu'est-ce qui va se passer. Le temps passe vite, puis je veux qu'on parle un peu de votre plateforme électorale. Mais d'abord, et avant tout, on a maintenant une ministre au provincial. Et votre adversaire bloquiste a dit, parce que là, vous êtes coude à coude avec les libéraux, votre adversaire bloquiste a dit que vous n'étiez pas ministrable. Vous, pensez-vous que vous êtes ministrable? Non. Écoutez, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question. C'est quoi? Ben, en fait, premièrement, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Ça, je dirais, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas une prérogative personnelle de vouloir ou de ne pas vouloir être ministrable. C'est une prérogative du chef de décider qui va faire partie de son équipe de ministres. Et ça, je le sens à Andrew Scheer de décider qui sera ministre. Quel ministère vous aimeriez diriger? Écoutez, vous n'avez jamais pensé à ça? C'est hypothétique. Ça vous a jamais fleuri d'idée? C'est complètement hypothétique. Je ne vais pas répondre à ça. Il fallait bien que vous posez la question. Oui, mais là... Vous avez des adversaires dans le cas? Écoutez, je ne sais pas demander lui à quelle place qu'il me verrait, lui, si j'étais ministre, mais il pense que je ne peux pas l'être. Fait que, sincèrement, là, qu'est-ce qui est, je veux dire... Monsieur Généreux, votre plateforme électorale. Oui. Quels sont vos principaux enjeux? C'est une excellente question. Ouais. Écoutez, j'ai amené... Pourquoi les autres, moins bonnes? Mais j'ai amené... Non, ça, je veux dire. Non, mais c'est parce qu'on est en campagne électorale, vous l'avez dit, et on nous ramène souvent à l'avortement, puis le mariage, puis le ci, puis le ça. Écoutez, c'est des enjeux. J'aimerais, justement, concernant l'avortement, vous l'avez dit, vous êtes pro-vie, vous êtes pro-choix. Non, je suis pro-choix. Pro-choix. C'est quoi votre position? Écoute, la position est claire. Le chef, encore hier, vous avez écouté tout le monde en parle, on venait d'en parler tantôt, on n'ouvrira pas le débat. Le débat est terminé, ça fait 30 ans au Canada, un point final. Je ne sais pas comment il faut dire que le mur en arrière de vous, il est vert, puis que moi, j'ai un côte bleu, j'ai une jaquette bleue, la chemise est blanche. C'est clair, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça, là. Il n'y a pas question qu'on ouvre le débat. D'ailleurs, il a dit que lui-même, il voterait contre, puis que le Conseil des ministres, il voterait contre un projet de loi s'il y avait un député d'arrière-ban. Mais on va
On veut amener notre cabinet et l'ensemble de notre députation, éventuellement, à travailler sur des choses qui nous unissent et non pas qui nous divisent. Fait qu'on va décourager fortement des gens à faire en sorte de ne pas ouvrir ce débat. On n'a pas besoin de ça. Puis on n'est pas là. On n'est plus là. On n'est plus là. Regarde, c'est réglé, ça. Là. Alors, je reviens sur notre plan. Ben, écoutez, on a plusieurs mesures qu'on a décidé de mettre en place. Et c'est pas terminé. Il reste encore 15 jours, là, 15-20 jours de campagne. Donc, réduire la TPS sur le chauffage. Bon, monsieur, madame, tout le monde là, qui m'écoutez, là, vous avez des factures de chauffage à toutes les années, que ce soit électrique, le bois, les granules, le propane, le charbon, l'huile, name it. Tout ça, là, ça va être, on va enlever la TPS là-dessus. Ça veut dire que ça représente pour une famille de 2 à 3 personnes à peu près 100 $ par année. Donc, c'est 100 $ par année de taxes qu'on paye qu'on va enlever. La raison est simple. Chauffer au Québec, c'est pas un luxe. On s'entend que si on ne chauffe pas notre maison, on a un sérieux problème. Là. Donc, c'est comme pas manger. Là, on pourrait mourir de ça. Là. Donc, on enlève la TPS parce que c'est pas un luxe. Baisse d'impôt pour tous. Donc, vous êtes 2 personnes dans une maisonnée. Vous avez une baisse d'impôt de 850 $, c'est 850 $ qui retournent dans vos poches. Je vous arrête tout de suite, M. Généreux, parce que vous parlez de baisse d'impôt, vous parlez de TPS sur l'hydro. On sait dans quelle situation est notre budget actuellement au niveau fédéral. Et on parle encore de déficit. Comment est-il? Oui, mais comment, vous, les conservateurs, justement, en promettant des baisses d'impôts, comment vous allez, parce que vous parlez d'ici 5 ans d'aller chercher un budget équilibré? C'est toute une gymnastique en donnant vous avez raison, c'est une gymnastique qui s'explique très bien. Dans le fond, c'est que actuellement, on est en croissance économique importante, donc il y a des augmentations de revenus. Vous faites référence à tout le monde en parle. Notre chef a donné un scoop hier. Là, on s'en vient avec une mesure concernant les grands du web de ce monde. Là. Donc, il y a des revenus additionnels qui vont rentrer, malgré qu'il y a déjà des revenus importants additionnels. Le problème du gouvernement actuellement, c'est pas parce qu'il manque de revenus, c'est parce qu'il dépense trop. Donc, nous, on fait ça de façon dans un cadre financier qui va être annoncé dans les prochains jours. Un cadre financier qui va nous permettre de revenir à l'équilibre budgétaire dans 5 ans. La réalité, même en promettant ces choses-là, c'est fait ça à l'intérieur de notre planification où on va avoir une augmentation des revenus, on va diminuer les dépenses, mais de façon généralisée, mais pas de façon drastique, mais on va être capable de remettre de l'argent dans les poches des Québécois, des Canadiens, des Canadiennes et des Québécois. C'est ça l'objectif. Il y a d'autres mesures, les prestations de maternité libres d'impôts. À partir d'un père ou une mère, quand ils vont prendre leur congé de maternité, ils n'auront plus à payer d'impôts sur les revenus qu'ils ont lors de leur congé de maternité ou paternité. On va bonifier les contributions au RIR, le crédit d'impôt pour le transport vert. C'est sûr que ça s'applique moins ici, là, parce qu'on n'en a pas de transport en commun, mais quand même, pour les grandes villes, c'est important. Et l'augmentation du crédit en raison de l'âge. Ça veut dire qu'on va augmenter de 19 500 à 20 500 le montant minimum, que les gens ne payent pas d'impôt là-dessus. Ça veut dire que pour monsieur et madame tout le monde qui a 65 ans et plus, à partir du moment où on se parle, ça veut dire qu'à partir du 22 octobre, ça veut dire 150 $ de plus dans vos poches par année. Donc, quand on cumule l'ensemble de ces éléments-là, on parle d'à peu près 2 000 $ de plus par année dans les poches de tous les Canadiens et tous les Canadiennes. Il s'ajoute à ça différentes autres affaires. Par exemple, on a un plan environnemental, on n'en a pas parlé, là, mais il y a un plan environnemental en 55 points dans lequel il y a un programme de éco-responsable au niveau de la rénovation domiciliaire. Donc, on parle jusqu'à un montant, quelqu'un change les portes, les fenêtres, fait la toiture de sa maison pour la réisoler. On peut aller facilement, tu as dépensé 20 000 $, tu vas aller chercher 3 800 $ de crédit d'impôt remboursable. Donc, ça retombe dans vos poches direct. Donc, l'objectif du Parti conservateur est très clair. On veut remettre de l'argent dans vos poches. Le gouvernement libéral a augmenté le déficit de façon absolument éhontée. On va le dire comme il faut, là. C'est complètement. Il avait annoncé 3 petits déficits de 10 milliards. On est rendu à 80 milliards. Hier, un plan financier du Parti libéral, ils nous disent qu'il va faire 57 milliards de dépenses de plus, puis qu'à la fin du 4 ans, il va avoir juste 21 milliards de déficit. Comment voulez-vous qu'on croie ces gens-là? C'est impossible à croire. Là. Je veux dire, ils nous ont menti littéralement à pleine face en 2015. Et là, ils nous annoncent qu'il va dépenser 57 milliards, puis au bout de 4 ans, il va arriver avec 21 milliards de déficit. On ne vous cache pas, M. Généreux ou Bernard, on ne se cache pas que là, vous parlez de 2 000 $ de remettre l'argent dans les poches des contribuables. Absolument. Et justement, avec le déficit accumulé depuis 4 ans, il va falloir qu'on revienne. On se pose des questions à savoir où le gouvernement conservateur, s'il était au pouvoir, comment fera-t-il pour aller chercher un budget équilibré en 4 ans? Enfin, on a dit 5 ans. Ça va être expliqué. Ça, c'est dans la mesure où il n'y aura pas de récession. 4 ans, on s'entend parce qu'on s'entend qu'il n'y aura pas de récession. M. Trudeau n'a aucune date de retour à l'équilibre budgétaire. Alors, lui, dans sa tête, dépenser de l'argent, c'est pas un problème.
No problemo. On peut dépenser autant d'argent qu'on veut, c'est pas un problème. Le Canada est riche. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Ici, on est sur la carte de crédit, là, monsieur. Bernard, je dois vous arrêter parce que je vais vous laisser 60 secondes Oui. pour pouvoir vous adresser Pas déjà à la fini? Population. Alors, ben oui, c'est déjà fini, ça passe vite. Hein? C'est intéressant, les entrevues à CMATV. Ah ouais. Moi, j'en ferai pendant 2 heures de temps. Je vous laisse donc vous adresser à la population. Bien, mesdames et messieurs de la région de Montmagny-Lillet et Saint-Pamphile, hein, on s'entend, vous avez un territoire très grand maintenant. Et on est sur Facebook. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous représenter dans les 4 dernières années. J'ai fait un travail, je pense, tout à fait convenable dans la circonstance d'être dans l'opposition, mais surtout, j'ai été honoré de vous servir. Et ça m'a fait un plaisir immense de vous représenter. Et j'ai bien l'intention de continuer le travail que j'ai commencé en continuant en faisant des tournées, évidemment, si le temps m'y permet, parce qu'on va reprendre le pouvoir, et de faire des cliniques de passeport. Ce sont des éléments qui ont été extrêmement appréciés dans les 4 dernières années. Et j'ai bien l'intention de continuer avec notre gouvernement conservateur de faire en sorte de mettre de l'argent dans vos poches. Donc, plus pour vous dès maintenant, c'est pas une joke, c'est une réalité, puis on a véritablement l'intention de le faire à partir du 22 octobre. Je vais continuer à être présent pour vous, vous pouvez être assuré de ça. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Toujours agréable. On va surveiller de près tous vos déplacements, n'ayez crainte. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que c'est du temps d'antenne que nous offrons à tous les candidats cette semaine pour la campagne pour la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ça complète.